Merci beaucoup déjà pour l'opportunité de présenter mon travail de recherche qui était le sujet de ma thèse des sciences en épidémiologie. Donc, je suis Claudia Tapia, ingénieure d'études en recherche clinique et épidémiologie à l'Institut Mondor de recherche biomédicale et au sein de l'équipe CEPIA. Et je vais... Ça passe pas là. Oui. Donc, un peu de contexte, même si on a beaucoup déjà entendu cet après-midi les enjeux et la problématique autour de la fragilité du sujet âgé. Donc, on a bien compris qu'il s'agit d'un double enjeu démographique de santé publique. Donc, les risques d'être diagnostiqué avec un cancer, on sait qu'ils augmentent avec l'âge, avec plus de 60% des cancers chez les patients âgés de plus de 65 ans et aussi plus de 60% de décès qui occurrent dans cette population. Donc, on a vu qu'il s'agit d'une population hétérogène et ce qui rend complexe la décision thérapeutique parce qu'on peut se trouver avec des patients dits robustes et avec des patients dits fragiles qui vont avoir une diminution des réserves, de la résistance face aux événements et qui vont augmenter le risque de mortalité et d'autres événements comme les incapacités, les chutes, les déclins fonctionnels, les hospitalisations et les entrées en institution. Donc, c'est pourquoi l'évaluation gériatrique multidimensionnelle est recommandée actuellement par la Société internationale en oncogériatrie pour tous les patients de 70 ans et plus qui ont un cancer, et ça pour pouvoir optimiser la stratégie thérapeutique. Donc, on sait qu'il nécessite du temps d'un autre degré d'expertise, et donc on est parti de cela autour de cette problématique pour aborder notre sujet et mon sujet de thèse. Donc, les outils de dépistage, c'est pour ça, ils sont comme le professeur Philippe Caillé a dit, donc il y a plusieurs qui ont été développés. Donc, idéalement, il s'agit, comme son nom, donc de screening, de repérage, il doit être court, simple, et il doit avoir surtout une autre mais aussi avoir une spécificité raisonnable pour pouvoir identifier les patients qui ont besoin d'une évaluation gériatrique complète. Donc, la plupart de ces outils ont été développés sur des vies d'experts avec une performance diagnostique qui reste perfectible et c'est hétérogène en fonction des localisations cancéreuses, comme on a vu tout à l'heure. Donc, les J8, donc on le voit bien, c'est le plus récent et qui a été spécifiquement développé chez les populations âgées atteintes de cancer. Il a une forte sensibilité et avec une spécificité qui reste perfectible. Aussi, nous avons la problématique du test de référence. Donc, on sait que l'évaluation gériatrique, c'est ce qui est recommandé pour ces patients. Mais donc, il n'est pas standardisé selon les études. Donc, on trouve dans la recherche les auteurs qui utilisent différents seuils, différents composants, différents domaines, différentes échelles et tests pour évaluer chaque domaine. Donc, c'est une partie de la problématique. Et il y a aussi d'autres situations qui peuvent être utilisées et qui vont évoquer un état de fragilité et qui peuvent être cliniquement pertinentes, comme par exemple les interventions basées sur l'évaluation gériatrique ou classification clinique basée sur l'avis d'experts ou d'autres approches de fragilité. Donc, notre objectif était de développer un nouvel outil de dépistage et c'est dans cette population avec un profil de risque gériatrique, le valider sur une population indépendante et d'étudier l'impact du choix de ces tests de référence sur la performance diagnostique du nouvel instrument. On a voulu aussi le comparer à celle du J8 d'origine. Donc, on a travaillé avec deux cohortes prospectives multicentriques âgées de 70 ans et plus avec un cancer solide ou des hémopathies malignes. Donc, la cohorte de développement, donc nous avons utilisé la cohorte LKPA, qui actuellement a 19 centres en Île-de-France avec un recrutement consécutif depuis janvier 2007 des patients qui ont été adressés à l'unité de coordination en oncogériatrie pour une évaluation gériatrique. Pour la cohorte de validation, nous avons utilisé la
encodage. Donc, il s'agit d'une cohorte nationale des 23 centres qui inclut des SUCOG, des concerts de lutte contre le cancer, etc., avec un recrutement consécutif de août 2008 à mars 2010 et qui a été utilisé pour valider le J8 original. Donc, nous avons fait des analyses globales, c'est-à-dire sur la population et aussi par type de cancer, et nous avons comparé les résultats à ceux de J8 d'origine. Donc, on a utilisé une méthodologie en 3 étapes. Pour le développement, on a sélectionné les systèmes candidats, donc ceux qui étaient les plus performants. Ensuite, on a réalisé un modèle de régression logistique multivariée, une validation interne. Pour la procédure de référence, donc dans ce cas, nous avons sélectionné 6 domaines principaux avec différentes thèses. Donc, pour les statuts fonctionnels, le SADL et les IADL. Pour la mobilité, les TUG. Pour les statuts nutritionnels, le MNA. Pour l'état cognitif, le MMSE. Pour la dépression, le mini-GDS. Pour les comorbidités, le fait d'avoir au moins une comorbidité sévère selon le CIRSG. Et on a considéré que l'évaluation gériatrique était anormale à partir d'une anomalie. Ensuite, nous l'avons validé dans la population d'encodage avec des mesures de discrimination et de calibration. Et ensuite, donc, nous avons testé 7 références. D'abord, l'évaluation gériatrique avec les 2 seuils proposés qu'on trouve souvent dans la littérature. Ensuite, le fait d'aboutir sur des interventions de gériatres, c'est-à-dire le fait d'avoir au moins une intervention parmi la liste que vous voyez, donc les avis diététiques, les suppléments nutritionnels, la kinésithérapie, soins infirmières, prise en charge sociale, mise en place d'aide à domicile, l'APA, la prise en charge psychologique ou psychiatrique et l'adaptation du traitement anticancéreux proposé par le gériatre. Ensuite, donc, nous avons approché la fragilité par 2 classifications à des avis d'experts, donc celle de Balducci et celle de la SIOG. Ensuite, une typologie par classe latente, que c'était aussi le travail de thèse d'un collègue de l'équipe. Et nous avons classifié les patients en robustes versus non robustes. Nous avons aussi utilisé l'indice de fragilité basé sur l'accumulation de déficits de Jogwood. Donc, pour Balducci, juste pour un rappel, donc nous avons utilisé l'âge, l'ADL, les comorbidités sévères, les syndromes gériatriques. Pour celle de la SIOG, donc sont considérés le ADL, le IADL, les comorbidités sévères et la perte de poids. La classification en classe latente prend en compte 10 items, dont l'environnement social inapproprié, la dénutrition, la dépression, le MMSE, le CIRSG, le ADL, l'âge, le site tumoral, les statuts métastatiques et les statuts hospitaliers ambulatoires. Donc là, vous voyez ces fragilités, donc d'où la complexité parce qu'il prend en compte une liste énorme de déficits, de problèmes de santé qu'on peut trouver chez nos patients âgés atteints de cancer. Donc là, nous avons pris 52 items qu'on avait dans notre base de données et selon des recommandations, donc nous avons classifié en robuste, non robuste versus un seuil de CRO2. Donc, pour El Capa, voici les caractéristiques de la population. Donc, il y a un âge médian de 80 ans, 53% d'hommes, 53% avec un ECOG PS de 0,1, presque la moitié de la population avec des métastases. Les cancers les plus fréquents, c'était les cancers colorectal et cancer du sein. Et 87% des patients avaient une évaluation gériatrique anormale, c'est-à-dire au moins une anomalie parmi les 7 tests que je vous ai précédemment. Donc, pour le développement, nous avons sélectionné, on est parti sur un panel initial de 22 systèmes. Et après des analyses univariées, des différentes analyses en correspondance multiple, donc nous avons arrivé à 4 thèmes pertinents qui étaient significativement associés à un EGA anormal. Et de là, que nous avons introduit dans notre modèle multivarié. Et à la fin, donc les 6 systèmes qui étaient indépendamment associés à l'évaluation gériatrique anormale étaient la perte de poids, la démence ou la dépression, la polymédication, l'état de santé perçu défavorable, les COG-PS et l'insuffisance cardiaque ou coronopathie.
Donc, nous avons testé donc, l'air sur la courbe ROC du J8 original qui était de 86%, donc une très bonne performance diagnostique. Et quand on regarde celle du J8 modifié, donc on voit une différence significative en faveur de J8 modifié avec un AUC de 91%. La sensibilité était similaire, même si elle était un peu plus élevée pour les J8 modifiés et les spécificités s'est beaucoup améliorée. Quand on regarde par type de cancer, donc on voit une bonne homogénéisation pour les J8 modifiés, toujours avec une tendance d'être mieux pour les J8 modifiés et avec une différence significative pour les cancers du sein et les cancers urinaires. Donc voici le questionnaire final que nous avons développé qui compte 6 items, 35 points et le test est considéré comme positif ou les patients pour repérer les patients pour avoir une évaluation gériatrique complète si les patients ont au moins 6 points. Quand nous avons validé donc cet outil sous la cohorte encodage qui avait 1304 patients et donc vous voyez c'est plus des cancers du sein et cancers du poumon par rapport à la cohorte de développement avec des patients qui avaient moins de métastases, 17% versus 48%, et qui étaient à un moindre risque de fragilité avec une évaluation gériatrique anormale de 79%, donc globalement moins fragile que celle de la cohorte de développement. Donc là, quand on compare les deux outils, donc on voit une différence significative toujours à faveur du J8 modifié avec 84% versus 81% sur la courbe ROC. Quand on regarde les sensibilités et spécificités, on voit aussi que pour les deux, les celles du J8 modifié, ils sont supérieurs par rapport à ceux du J8 original. Quand on regarde les différents tests qu'on voulait utiliser pour connaître la robustesse des deux instruments. Donc, on voit que les J8 modifiés, elle a toujours un air sur la courbe ROC plus élevé, que ce soit avec l'évaluation gériatrique avec les deux seuils, que ce soit avec la prédiction des interventions gériatriques, que ce soit avec la classification de Balducci ou celle de la SIOG, et aussi avec l'index de fragilité de Jogood. Ce qu'on peut voir, c'est que les deux outils étaient vraiment très performants avec derrière le courbe ROC qui était supérieur ou égal à 80%. La seule classification pour laquelle il n'y a pas eu de différence significative entre les deux, c'est-à-dire qu'ils font à peu près pareil, c'est la classification classe latente qui prend en compte 10 items. Donc, pour synthétiser, donc, on voit que le nouvel outil, c'est un candidat crédible parmi les outils de dépistage qui sont disponibles pour pouvoir identifier les patients âgés atteints de cancer qui nécessitent une évaluation gériatrique complète. Donc, les résultats étaient prometteurs en cohorte de développement et on a pu les confirmer dans la population indépendante. C'est un outil approprié pour pouvoir identifier plusieurs profils qui suggère un état de fragilité avec des bonnes performances diagnostiques pour les 7 définitions que nous avons choisies. Donc, les 12 outils ont aussi prédit la prescription ultérieure d'intervention gériatrique pour des domaines cliniques pertinents. Donc, ces résultats ont été particulièrement pertinents sur les plan clinique car il est directement lié à l'objectif principal des outils de dépistage, identifier les patients qui bénéficient d'une évaluation gériatrique complète. Et au-delà de la complexité qui peut représenter la conceptualisation de la fragilité, donc, la découverte soutient davantage l'objectif pragmatique des instruments de dépistage pour détecter adéquatement les patients qui vont présenter des déficits potentiels et qui assurent des interventions gériatriques pour pouvoir optimiser les traitements. Donc, on a vu aussi que les résultats étaient surtout en faveur du J8 modifié, sur 6 définitions des 7 testés, mais que globalement, les deux outils, ils avaient vraiment des performances diagnostiques bonnes.
Donc, on peut, en perspective, donc on peut penser à encourager l'utilisation de G6 en oncologie gériatrique et donc en parlant avec qu'avait dit le professeur Elena Payot tout à l'heure, donc c'est vrai que c'est difficile de encourager quelque chose qui est déjà implémenté. Donc là, le G8, il est implémenté et s'utilisait pour pas mal des médecins, des oncologues. Mais on peut imaginer que dans les cas où un instrument de dépistage ou de repérage n'est pas encore utilisé, donc promouvoir ce nouvel outil parce qu'on voit vraiment qu'il a des performances plus élevées par rapport au J8 d'origine. Et on recherche qu'est-ce qui ça a pu impliquer. Évaluer déjà les propriétés concernant d'autres critères de jugement. Nous l'avons fait vis-à-vis de la survie. Donc, vous savez, vous pouvez, ce n'était pas le propos d'aujourd'hui, mais vous pouvez trouver notre papier qui compare les deux vis-à-vis de la survie à 1 an, mais qu'on voit de plus en plus que ce n'est pas un critère, il y a d'autres critères de jugement qui peuvent être pertinents dans cette population, notamment le déclin fonctionnel, la qualité de vie, la toxicité liée au traitement anticancéreux et pouvoir aussi étudier l'impact des stratégies qui intègrent dans la pratique le J8 modifié sur la prise en charge et l'état de santé des patients âgés atteints de cancer. Donc, vous pouvez trouver les 12 articles complets sur ce que je viens de vous présenter et qui ont été publiés, surtout récemment. Et je vous remercie pour votre attention.